téléspectateurs et bienvenue dans le seul magazine qui réunit les 12 pans de la culture geek, voire même des fois plus, parce qu'on va très très loin en seulement 52 minutes. Plein de bonnes choses au programme aujourd'hui, mais ça c'est une habitude, j'ai envie de dire modestement. Et laissez-moi vous présenter la team de choc, la team qui est autour de la table et qui va m'accompagner pendant 1 heure. Il a été dans une autre vie le bodyguard de JFK, notre expert BD roman Laurent Kessy. Dans une autre vie, il a été le bodyguard de John Lennon, Monsieur Rurik Salé, notre expert cinéma. Il est actuellement mon propre bodyguard, notre expert jeux vidéo, Nicolas Augusto. Je pense que je vais bientôt mourir assassiné. Pour m'accompagner pendant cette heure également, notre invité du jour, Gonzague. Viens Gonzague, rejoins-nous. Avec ses lunettes, puisque tu reviens d'une plongée sous-marine. Exactement, en fait, je reviens d'un piège sur des junkets pour un film. Donc pour que les gens ne me reconnaissent pas, j'essaie de mettre des lunettes de star. De star. Enfin, regarde, parce que si tu fais le malin, je vois quand même rien du tout sur mes lunettes. Donc tu vas faire l'émission comme ça. Voilà, Gonzague, c'est quand même 70 millions de vues sur Internet. C'est le spécialiste de la caméra cachée. J'adore ce type. Ça fait quand même 5-6 ans que je te suis dans la rue. Mais en tout cas, le temps qu'on regagne... Oui, c'est ça, c'est moi. Le temps qu'on regagne la table, tout de suite, le sommaire. Au programme aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez le jeu vidéo Half-Life, une enquête sur le roi Arthur dans la culture geek, Yumi et sa rubrique cosplay, le film robotiquement burné Robocop, un nouveau mot passé au crible du Geektionnaire, une nouvelle année geek décortiquée par Rudy, RL qui fait boire des japonais, le comic Master of Kung Fu et enfin la shopping list. Et aujourd'hui, notre invité n'est autre que le spécialiste nouvelle génération de la caméra cachée, Gonzague. À son actif, le site Gonzague TV où des milliers de participants lui suggèrent de nouveaux défis, des vidéos qui cumulent près de 100 millions de vues dont la remise d'un hot d'or, une rencontre avec Carla Bruni ou encore le clash avec un rappeur lors d'une partie de tennis, un passage éclair dans les émissions de Koei, mais attention, en fin d'émission, ce sera à lui d'élire le chroniqueur le plus convaincant, mais attention, Gonzague ne se revendique pas geek, le défi est lancé. Cyrine, pardon, excusez-moi, j'étais dans mon... Je suis atteint de Gilbert Montanite, c'est une maladie très grave. Je vois. Gonzague, tu sais que tu peux intervenir pendant les chroniques de nos experts. Alors je sais que t'es pas forcément le plus geek des invités qu'on ait reçus. Mais je connais absolument rien du tout, mais je suis là pour apprendre. Nous allons te donner des lunettes noires, tu pourras dormir pendant les chroniques, personne ne le verra. Internet chez toi. Le truc qui fait... Chez vous, vous pouvez commenter l'émission grâce au hashtag le plus long du monde, le hashtag plus ou moins geek. Réagissez au fil des chroniques et tout de suite on attaque avec... Mais on attaque avec qui? On attaque avec Laurent. Oh, petite imitation alors, parce que voilà, je vais essayer de vous faire découvrir un personnage rien qu'avec la gestuelle. À l'attention, séquence Mime Marceau. Bruce Lee. Voilà. Ouais. On regarde un petit extrait. Kareem Abdul-Jabbar. Pourquoi il nous montre ça? Est-ce qu'il va nous parler de Bruce Lee? Pas du tout, je vais vous parler d'une BD qui s'appelle Master of Kung Fu. Oh, c'est ça le lien. C'est ça le lien. Et dont le héros est Shang-Chi, une série qui a démarré en 1973 et qui s'est étendue sur 125 numéros. Il faut que je vous explique un peu les origines de la création de la série parce que c'est assez rigolo. 73, on est en pleine période de Bruce Lee et il y a aussi la série télé Kung Fu avec David Carradine qui cartonne. Et évidemment, les éditeurs de bande dessinée fleurent le filon. Et DC Comics appartient à la Warner qui produit aussi Kung Fu. Mais l'éditeur de la branche comics de Warner, donc de DC, décide de ne pas utiliser les droits de Kung Fu. Et il dit de toute façon, si Marvel fait Kung Fu, nous on fera Fu Manchu. Fu Manchu qui est un vieux pulp de la littérature populaire du début du siècle. Chez Marvel, le bruit revient que l'éditeur qui s'appelle Carmine Infantino a dit ça. Et l'éditeur en chef de chez Marvel, lui, vient d'acheter les droits de Kung Fu, en fait. Et du coup, il dit, je vais acheter aussi acheter les droits de Fu Manchu. Et donc, il fait une BD qui mélange les droits de Kung Fu et Fu Manchu. Ça donne Master of Kung Fu. Alors le personnage il s'appelle Shang-Chi, c'est une espèce de, on doit voir quelques images, il ressemble beaucoup à Bruce Lee. Donc Shang-Chi c'est le fils de Fu Manchu qui découvre dans le premier épisode que son père est le méchant, en fait le grand méchant, un savant fou. Et donc il va décider de changer de camp. C'est l'ennemi qui lui explique à Shang-Chi que son père est méchant et donc il va se mettre à travailler pour Wayland Smith qui est tiré lui aussi de l'œuvre de Sax Rohmer acheté avec les droits de Fu Manchu. Master of Kung Fu, ça devient vachement bien à partir du numéro 39 quand Doug Munch
c'est encore pire que les séries actuelles. Non, Faut savoir qu'il y a eu 40 numéros. c'est bien, mais ça devient vraiment excellent à partir du 39 avec l'arrivée de Doug Manch au scénario et de Paul Gulassi qui est un émule de Jim Steranko qui était un génie graphique des années 70 qui bossait sur Nick Fury, Captain America. Il y a un mélange entre l'espionnage à la James Bond et le kung-fu. Il y a un personnage qui s'appelle Clive Reston dont on apprend parce qu'il arrête pas de faire des citations et des allusions qu'il est le petit-neveu de Sherlock Holmes et le fils de James Bond. On a ce mélange entre espionnage, kung-fu qui donne un truc. Après on a un triangle amoureux avec une jolie asiatique qui s'appelle Leiko qui était avec Clive Reston et qui va passer avec Shang-Chi, voilà. Et on a tout ça une espèce Et en plus, c'est des échangistes. Ah. Mais alors, dans tout ça, tu parles d'histoire de amour, gloire et beauté. Est-ce qu'il y a du fight un peu là? Alors là, on va voir des pages de fight. C'est mis en page d'une façon spectaculaire. C'est magnifique. Les combats sont hyper lisibles et c'est tellement bien fait que t'as des planches où tu te dis où t'es véritablement bluffé par le degré de maîtrise du dessinateur et tu prends vraiment au truc. C'est quand même difficile de rendre des combats d'arts martiaux en images qui bougent pas. Et ben là, ils y arrivent très bien. Une dernière petite info peut-être. La publication en France qui s'est faite dans des petits formats ready en noir et blanc avec évidemment toutes ces cases-là qui étaient magnifiques ont été retouchées. Et ça s'appelait comment Ça s'appelait Master of Kung Fu aussi. Ouais. Sauf comme ils avaient pas les droits de Fu Manchu, ils ont renommé Fu Manchu Kunanfu. Et Shang-Chi, ils l'ont renommé Yang-Chi, alors que là pour le coup il n'y avait pas de problème. Ils n'avaient peut-être pas les droits de Shang-Chi. Mais non, enfin il n'y avait pas de problème. Mais ce qui est bête, c'est que les autres personnages qui appartenaient à Sax Rohmer dont Marvel avait acheté les droits, l'adversaire de Fu Manchu qui s'appelle Wayland Smith, lui ils lui ont laissé son nom. Enfin c'était n'importe quoi. Mais tout ça, ce problème de droit empêche d'une vraie bonne réédition de Master of Kung Fu. Et donc c'est difficile à trouver. C'est à découvrir, c'est dur génial. à trouver. Ouais. En tout cas, il y en a une dont on va pas changer le prénom, c'est Yumi. Tout de suite rubrique cosplay et on revient tout de suite en plateau avec Gonzague. Salut à tous. Aujourd'hui 4 indices pour deviner mon invité du jour. Indice numéro 1, elle est toujours avec Mokona. Indice numéro 2, elle se saoule au saké. Indice numéro 3, elle est surnommée la sorcière des dimensions. Indice numéro 4, elle apparaît dans Tsubasa Chronicle. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Donc il est temps pour moi d'accueillir ma nouvelle invitée. Donc, bonjour. Bonjour. Pour le moment, comme tu es en civil, comment est-ce que je dois t'appeler? H. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis professeure d'art plastique. Donc, je pense que maintenant il est temps de découvrir son identité secrète. Donc alors déjà, pourquoi Yuko? En fait, donc c'est mon personnage préféré parce que j'adore cette ambivalence qu'elle a entre sa grande féminité, sa démarche très sensuelle, très posée, et à côté de ça, elle va être complètement déjantée et oui, voilà, limite masculine. Avec les petites peluches de Mokona que j'étais obligée d'apporter. Oui. Pour l'occasion. Sa petite mascotte avec laquelle elle prend du saké et devient ivre à chaque fois. C'est ça. Enfin, voilà. On va commencer par un peu parler du cosplay parce que sinon on n'a pas fini. Donc, comment tu as fait, le tissu que tu as utilisé, etc. Un kimono de base, c'est pas très féminin. Donc moi j'ai triché, j'ai fait des pinces tout autour de la taille pour mettre en valeur la poitrine, qui bien sûr s'est resserrée par le hobby, parce que sur l'image, elle est très féminine, voilà. Donc j'ai fait ce kimono en soie. Il me fallait une matière naturelle pour pouvoir faire un dégradé de teinture dessus. Alors ce qui est un peu difficile avec la teinture, c'est que tant que c'est mouillé, ça paraît beaucoup plus foncé. Donc on est souvent obligé de revenir sur ces résultats parce qu'une fois en séchant, ça devient beaucoup plus clair ou beaucoup plus pastel. Sinon, le hobby, c'est du coton noir que j'ai peint à la main. Donc toutes les fleurs et les feuilles sont peintes à la peinture pour tissu. Et tu arrives à avoir un rendu net avec la peinture sur tissu? Parce que je sais que souvent les gens se plaignaient que la peinture sur tissu c'était pas assez précis pour eux. D'accord. Après ça dépend le résultat qu'on veut. Moi je voulais donner un peu tu vois, travailler les lumières un peu comme une vraie peinture sur toile. Après effectivement pour certains autres motifs je vais favoriser le transfert sur tissu. Bref, je vois qu'il y a des broderies qui sont en bas du kimono. Donc les broderies, en fait, c'est un grand tissu qui est tout brodé, donc de perles, de broderies, etc. Moi, je découpe tout autour, et après, je rebrode à la main. Et les papillons, d'ailleurs, qui sont sur les fleurs, tu les as fait comment? Enfin, ils sont alors, je les ai fait en plastique fou.
Je sais pas si vous vous souvenez, à la maternelle, on faisait des porte-clés pour nos parents. C'est des feuilles de plastique où on dessine dessus. Après, on les passe au four, ça rétrécit cette fois et ça durcit. En fait, ça devient assez épais et ça durcit. Tu peux peut-être nous parler un peu des fleurs que tu as mis dans les cheveux, de comment ils tiennent, comment tu as fait pour avoir un rendu avec des grosses fleurs comme ça? Alors, pour la coiffe, j'ai fait une base en polystyrène expansé et dessus j'ai collé donc les fleurs. Ces deux espèces de macarons, je les ai fixés sur un serre-tête et en fait j'ai deux perruques. Donc la première qui était en base et la deuxième que j'ai scalpée en haut pour pouvoir reposer par-dessus le serre-tête. Et j'ai tout fixé ensemble en fait. Donc je pense qu'il est temps de passer maintenant à l'astuce du cosplayer. Alors qu'est-ce que tu vas nous expliquer comme petite astuce? Du coup, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment j'ai fait mes broderies sur le kimono. Donc en fait, comme je disais, j'achète des tissus donc, qui sont déjà brodés de perles, etc. Et donc ça va consister à venir découper tous les motifs, donc à enlever tout le tulle qui dépasse. Donc c'est un travail très long. Et donc après, avec une petite aiguille, je vais revenir broder les motifs que j'aurais découpés. Sur mon costume, sur mon tissu. En fait, c'est la solution économique. Le seul inconvénient avec cette technique, c'est qu'on n'a pas de symétrie vu que le motif va toujours être brodé dans le même sens sur le tissu de base. On est un peu obligé de tricher. Et un petit salut de Mokona avant de se séparer. Oui, mais si ça t'ennuie pas, je vais le garder en fait. Yuko, c'est 3 semaines de travail, 10 mètres de soie, une trentaine de fleurs et 30 heures de broderie. Coupé! Finalement, je vais te le rendre. Allez, on continue sur un rythme soutenu, fou et délirant avec le Geektionnaire. Bonjour et bienvenue dans ce dictionnaire consacré au shoujo et au shonen. Petite définition entre amis, shoujo signifie petite fille et shonen petit garçon. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les shoujo et les shonen ne sont pas des genres comme peuvent l'être la SF, le roman policier ou l'autobiographie végétale. Ce sont plutôt des catégories de mangas définies par leur cible, filles, garçons ou autres. C'est quoi ce truc là? Et cette distinction par sexe du lectorat est apparue au début du XXe siècle. Hein, c'est vrai. Avant d'être regroupés en un seul volume, les mangas sont publiés en plusieurs parties dans des magazines de pré-publication, les mangashi, destinés plutôt aux filles ou plutôt aux garçons. Non, c'est relou ça. Dans un shonen tel Dragon Ball ou Naruto, on va trouver un voyage initiatique, une transfiguration du héros ou de l'héroïne qui va défendre des valeurs fortes telles que le courage, le don de soi, la loyauté, l'amitié, etc., etc. Dans un shoujo tel Fruits Basket ou Dead Angel, on trouve la plupart du temps une histoire d'amour ou de romance complexe. Dans les deux catégories, le personnage principal peut être une fille, un garçon ou les deux à la fois. Et le cadre peut être n'importe quoi. Ah non mais vraiment n'importe quoi. Ainsi, vous pouvez vous retrouver à chialer comme une madeleine car votre héroïne, inséminatrice de vaches schizophrènes dans une ferme bio à Satoyama, s'est fait plaquer par la meilleure amie décédée de sa grand-mère, devenue milliardaire à Sao Paulo, en jouant de la flûte magique avec son rectum. Ah non, c'est trop triste. Mais attention, un shonen peut être lu par une fille et un shoujo par un mec. Et même mieux, il existe des shoujo avec des thèmes de mecs, comme des mechas, des combats d'arts martiaux, etc. Et des shonen où le héros n'a ni amis, ni morale, se décolore les cheveux et tabasse des gens. C'est génial. Et comme ces catégories de mangas sont définies par les goûts de leurs lecteurs et tristes, que vous soyez plus Magical Girl, sport de combat, corsaire de l'espace ou fleur bleue, vous êtes quasiment sûr d'en trouver un qui vous convienne. C'est au tour maintenant du plus américain d'entre nous tous, Nicolas Augusto. Décidément, commande. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc assez exceptionnel. La dernière fois, j'avais parlé de GoldenEye, sorti en 98. Je vais vous parler GoldenEye. Yeah. Je vais vous parler d'un jeu sorti la même année. On arrête les paroles, lancement en image s'il vous plaît de Half-Life, sorti en 98. Le pitch est simple, en fait on joue un théoricien, physicien, Gordon Freeman, qui arrive dans une base, qui est la base de Black Mesa. Je crois que c'est dans ses premiers jours, c'est au tout début. Et ils étudient les brèches dans le temps, les voyages dans le temps, ce genre de choses. Et il y a un incident
une brèche s'ouvre et des extraterrestres venus d'une autre dimension s'engouffrent dans cette base. Et donc ça, c'est la première partie du jeu où on va se retrouver totalement perdu avec une sorte de blackout total, où quand il reprend conscience qu'il est dans cette base, la plupart des scientifiques sont tous morts, arrachés, il y a du sang partout, il sait pas pourquoi il est là, et ce jeune, plus ou moins jeune scientifique, va essayer de sortir de cette base et d'essayer de sauver sa vie. Alors, on va avoir un truc assez fort dans le jeu, c'est que il y a une deuxième partie qui, moi, je pense que dans le public, il y a des gens qui ont joué, je sais pas si vous vous en souvenez, c'est l'arrivée, entre guillemets, des hommes en noir, qui sont les agents du gouvernement, qui sont envoyés, le gouvernement signe un mandat pour détruire la base. Et cette deuxième partie de jeu, on sent qu'on est traqué tout au long et ça crée une certaine tension. Moi, j'en ai des souvenirs assez uniques, impérissables, et Half-Life fait vraiment partie de mon top 10. En tout cas, c'est tous les jeux que j'ai choisis pour plus ou moins geek. Et donc, du coup, pour terminer un petit peu, je vous invite à aller essayer le jeu. C'est un des meilleurs FPS. À l'époque, ils se sont fait la guerre entre GoldenEye et lui. Quel est le meilleur FPS? Comme quoi, des fois, les grands esprits se rencontrent au même moment. First person shooter. C'est un petit peu GoldenEye et Half-Life qui ont transformé le mot Doom-like en FPS. Parce qu'avant, on les appelait les Doom-like, les jeux en vue intérieure, comme Doom-like, Quake et compagnie, et ils sont devenus FPS, plus ou moins avec cette année-là, en transition avec ces deux. Et aujourd'hui, puisqu'ils se tiraient la bourre un petit peu, aujourd'hui, au niveau réputation, lequel a la meilleure réputation? Je pense que les deux ont la même réputation, qui sont aussi uniques l'un que l'autre, et que les deux, comme d'autres jeux, comme Ocarina of Time, Mario 64, font partie de ces jeux à pierre blanche, qui ont marqué indélébilement la création du jeu vidéo. Un peu comme on dirait Star Wars fait partie de la pierre de la SF cinématographique. Toi, Gonzague, t'avais un petit peu joué justement à ces first player shooter. Alors moi, le problème, c'est que depuis le début, je comprends un mot sur deux. Eh ben écoute, mais tu sais, c'est tous notre cas. Reprends-moi, je t'explique. Ah oui, alors là, je viens de tellement loin que ça soit aussi bien sur la BD ou les jeux vidéo. En fait, c'est des univers que je connais pas du tout. Okay. Et vous êtes quand même super pointu, ou c'est tout le monde connaît en fait? C'est moi qui suis super nul. Non, c'est vrai que c'est un petit peu des fois le truc, c'est qu'on est tellement passionné dans le truc, c'est vrai qu'il y a un vocabulaire. Ah oui, c'est ça, parce qu'il y a tout un vocabulaire aussi que je connais pas. Mais c'est intéressant de connaître et de mais en tout cas, c'est simple. Si tu aimes le complot, les extraterrestres, si tu dis tiens, allez, j'ai envie de faire un trip, essaye Half-Life, c'est assez facile de rentrer dedans et tu vas te faire plaisir. Mais tu sais que je sais même pas comment on avance sur un jeu vidéo, comment t'as des flèches. Le rapport de rentrer le jeu, j'arrive pas. Pardon. Le rapport avec la demi-vie, alors c'est... Alors oui, je me souviens plus tout à fait, mais toutes les notions dans Half-Life sont vraiment choisies pour un but précis. Il y a vraiment une relation scientifique, quantique. Dans toutes les expressions, il y a le logo qui est utilisé, le A dans le logo Half-Life, la demi-vie, l'expression, bien évidemment, ça fait partie de cet univers. C'est très quantique comme truc. Exactement. Oui. Et pour terminer, le dernier point, parce que c'est vrai qu'on traîne et machin, mais on a tellement envie de parler, c'est toujours pareil, il y a Half-Life, à la fin, crée, à mon avis, l'un des jeux multijoueurs les plus populaires, Counter-Strike. Voilà, c'est pas une anecdote, tout le monde le connaît, mais il fallait quand même le noter. C'est grâce au moteur de Half-Life et l'équipe de Valve que Counter-Strike a existé. Juste avant qu'on passe à RL, Tetris. Ouais. Non, il est pas triste, il va... Oh, joli, elle est belle. Nous allons updater Gonzague, je vous le promets. Tout de suite, la rubrique. RL, le petit précis de culture japonaise, c'est tellement mignon. Alors les petits otaku de merde, vous avez lu 3 mangas et vous pensez tout connaître sur la culture japonaise? Vous vous foutez de ma gueule? Vous voulez ma pipe dans le cul? Mais moi je vais vous apprendre la vie, moi, c'est à cause de vous qu'il y a des préjugés à la con comme celui-là. Les Japonais, ils sont tout le temps bourrés. Mais tais-toi! Bon, il a pas tout à fait tort, mais laissez-moi vous expliquer, dans un langage châtié et en 3 points, pourquoi c'est pas tout à fait faux. Point numéro 1. Vous aurez remarqué qu'à partir de 17h, dans les transports en commun, il y a des relents d'alcool. En fait, les salariés japonais se retrouvent entre collègues ou avec leurs supérieurs pour boire un coup après le travail. Ça leur est très difficile de refuser. Ça voudrait dire qu'ils ne veulent pas s'intégrer à l'entreprise. Et parfois, ça se finit dans des endroits pas très fréquentables, des bars à hôtesses. Point numéro 2. En fait, il est très courant de voir des Japonais ivres-morts dans la rue le soir. Il m'est déjà arrivé, en attendant d'acheter un ticket de train, d'avoir un type qui me vomissait dans la poubelle derrière. En fait, le problème, c'est que les Asiatiques ont une déficience génétique, un enzyme inactif qui les empêche de digérer l'alcool correctement. Du coup, ils deviennent vite saouls, mais ça les empêche pas de boire comme des trous. Point numéro 3. Même si les Japonais boivent énormément de bière, ils sont réputés pour le saké. Alors les Occidentaux confondent souvent le saké japonais, qui est un alcool brassé à 16 degrés, avec le saké chinois, qui est un spiritueux à 45 degrés. C'est beaucoup plus fort. Et les Japonais n'appellent pas le saké saké, mais nihonshu, parce que saké en fait, ça veut juste dire alcool. Mais en fait, le matin, il a super mal à la tête.
C'est bien, tu fais des progrès et toi, si t'as toujours pas compris chez toi, je viens t'éclater les dents, ok? Au revoir. Voilà, nous continuons le défi de rendre Gonzague 2.0. Updaté, c'est pas gagné. Allez, tout de suite, le grand sujet geek. Gonzague, on s'intéresse à la légende arthurienne. Comment Arthur a été adapté dans les bouquins, c'est tout de suite. Férus d'histoire, chaussez vos lunettes, recoiffez votre mèche sur le côté et remettez la cravate. Nous allons vous plonger au cœur des chevaliers de la table ronde et découvrir comment le roi Arthur s'est profondément glissé au cœur de notre culture geek. Parce qu'il y en a un paquet. De Camelot d'Alexandre Astier, en passant par la série Merlin, le film Excalibur et tant d'autres. Rencontre avec Anne Besson, historienne spécialisée et geek à 16h. Revenons aux bases. Quelle est la vraie légende du roi Arthur? Alors c'est une vaste question, hein, vraiment, parce qu'il n'y a pas une vraie histoire du roi Arthur. Hein, c'est justement le principe et c'est pour ça que les auteurs d'aujourd'hui peuvent se permettre de raconter à peu près ce qu'ils veulent sur le roi Arthur. Depuis le Moyen-Âge, elle est en évolution. Il y aurait eu un chef de guerre du nom d'Arthur, fin 5e, début 6e siècle. On n'en sait pas tellement plus, on a vraiment très peu d'informations sur ce monsieur, donc il est déjà au bord de l'historique et du légendaire dès le départ. Et puis après, il apparaît dans la littérature, et à partir donc, du 12e, 13e siècle, les auteurs du Moyen-Âge ont aimé cette histoire et l'ont racontée chacun à leur façon, jusqu'à ce que ça donne des énormes cycles. Et l'histoire telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'on l'a à peu près fixée, telle que moi je peux la raconter à mes étudiants, c'est une version qui date du XVe siècle. C'est la version de Thomas Malory, qui est donc un auteur anglais de la fin du Moyen-Âge et qui décide de faire une somme de tout ce qu'on sait de l'histoire d'Arthur et qui fixe un peu cette histoire-là dans la mémoire culturelle. Arthur, on le trouve chez Disney, mais aussi chez les Monty Python. Finalement, quelle est l'œuvre la plus fidèle à la légende arthurienne? Excalibur de John Boorman est assez fidèle à l'histoire d'Arthur. Par contre, le roi Arthur d'Antoine Fuqua a pour volonté justement de refaire un Arthur plus chef de guerre dans les âges sombres du Moyen-Âge, mais c'est un peu n'importe quoi, avec justement des hommes tatoués de bleu qui se baladent à demi vêtus dans les Landes du Nord, donc c'est pas très vraisemblable. Et Arthur dans la littérature fantastique? Le mythe arthurien, la matière arthurienne, c'est un des matériaux de base de la fantaisie. Déjà, Tolkien, qui était un grand spécialiste du Moyen-Âge, s'est réapproprié, alors très indirectement, un certain nombre d'éléments arthuriens. Depuis la figure du mage Merlin jusqu'à la fée de l'eau que devient Galadriel. Alors ensuite, il y a vraiment un courant qui s'appelle la fantaisie arthurienne, enfin qu'on peut appeler la fantaisie arthurienne, qui naît plutôt dans les années 60-70. Et le grand moment, même si ce n'est pas un roman qui est très apprécié, c'est Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, qui a vraiment popularisé donc, auprès d'un très grand public cette histoire-là. Donc là encore, elle la respecte très bien, elle respecte très bien des sources anciennes qui sont donc essentiellement là encore Malory. Et donc c'est elle qui a fait le lien, qui est maintenant à peu près constamment fait, entre la légende arthurienne et une mystique un peu New Age, que ce côté mystique néo-païenne, un peu celtique, avec le calendrier, les cycles naturels, etc. C'est pas du tout présent dans la littérature du Moyen-Âge, en fait. C'est un lien qui a été opéré bien plus tard. Et bien sûr, l'incontournable Camelot. Alors, pour ou contre? Oh bah pour. Non, c'est une très bonne. Il est très informé, Alexandre Astier. Il y a eu d'ailleurs plusieurs articles de médiévistes sur le Moyen-Âge de Camelot, qu'est-ce qu'il reprend, etc. Il avait vraiment une bonne documentation de départ avec lequel il fait des choses très intéressantes. Non, on était tous ravis de voir cette réappropriation française dans un domaine vraiment dominé par les anglo-saxons, parce que c'est plutôt une histoire anglaise, sauf que c'est quand même Chrétien de Troyes qui l'a mise par écrit, donc voilà, c'était très bien d'en avoir une version comique et une version française. Attaquons sur les adaptations qui piquent les yeux. Quelles sont les œuvres que tu ne cautionnes pas?
Peut-être le récent Kaamelott, qui était vraiment pas terrible, la série sur Canal+. Je n'aime pas non plus tellement le cycle de Pendragon de Stephen Lowead, mais c'est parce qu'il est très religieux et très américain. Donc voilà, j'aime pas l'idéologie qui transparaît derrière, parce que l'histoire d'Arthur est toujours un vecteur, facilement un vecteur idéologique. Donc voilà, ça c'est une version qui me déplaît, mais pour des raisons personnelles. Voilà. Quel acteur incarnerait le mieux Arthur ? Ça demande une vraie réflexion. Je pense qu'on pense tous à Viggo Morgenstern, parce que voilà, on fait ce lien Aragorn-Arthur qui là aussi tombe un peu sous le sens. Maintenant, pour le jeune Arthur, c'est vrai qu'il faut quelqu'un à la fois d'encore un peu naïf, un peu frais, sans être trop fade, et c'est une vraie difficulté à laquelle se heurtent beaucoup d'adaptations, que ce soit la série Merlin, que ce soit la série Kaamelott qui a échoué pour ça aussi. C'est une vraie difficulté de trouver un blondinet pas trop fade. Moi, ça me donne envie de danser la gigue irlandaise et de rejoindre la troupe de Lord of the Dance. Alors si vous aimez Arthur, Merlin, Lancelot, Stevie Wonder... Ah non, pas Stevie. Plongez-vous dans l'œuvre geek du roi Arthur. C'est bête qu'il n'ait jamais demandé de droit d'auteur. Tant pis pour lui. On est de retour avec Gonzague, maintenu artificiellement en vie avec nous. Gonzague, t'es prof, mais prof de quoi? Je me demande bien. Là, je fais tout ce qui est management et toute communication digitale. D'accord. Mais je me dis qu'il y a tout un côté geek où je dois apprendre, parce que savoir aussi grandir, c'est savoir apprendre. Et là, j'apprends tellement de choses. Rien que le vocabulaire, déjà, j'ai appris 50 mots nouveaux aujourd'hui. En tout cas, le roi Arthur, tu le connais? Un petit Kaamelott. Allez, on va être gentil. Kaamelott. Oui, parce que je suis né il y a 6 ans, monsieur. Je n'ai pas d'autres références avant. Non, pour vous, les copains, adapter des grands mythes comme ça, mythologie grecque, romaine, ce que vous voulez, arthurienne, et ça vous paraît être une facilité ou pas, qui est finalement la plus grande adaptation à vos yeux? La plus grande adaptation? La Guerre des Étoiles, c'est une adaptation de récit classique de mythologie. Je ne sais plus qui avait montré qu'il avait repris exactement, tu sais, le parcours du héros là, que Joseph Campbell a théorisé. Voilà. Il y a beaucoup de récits très classiques qui sont à peu près les mêmes. Le jeune héros devient adulte, découvre son adversaire, combat l'adversité, affronte son père. Enfin, il y a plein de mythes deep là-dedans. Il y a plein de... Donc les histoires, il n'y en a pas 50 000 et elles sont à peu près... Elles puissent toutes à la même source. Donc... on adapte ou on n'adapte pas, on en revient à peu près aux mêmes choses. Et je crois que là, on peut dire que le débat est clos. J'ai peut-être un truc, ça va pas être une connerie. Ulysse et Ulysse 31, c'est bon? Ouais. C'est bon, ouais, c'est bon. Un point pour Gonzague. Énorme. C'est vrai que c'est bon. Oui, c'est ça, non? Il y avait d'ailleurs un épisode fabuleux qui m'avait fasciné d'Ulysse 31, où Ulysse 31 remontait dans le temps et rencontrait le vrai Ulysse. Et là, tu avais une espèce de... Une communion des choses. La SF a montré vraiment la mythologie. Mais je pense qu'effectivement, quand tu fais des histoires, on va dire, un peu classiques, avec les mecs, il y a vraiment deux écoles en termes de scénario. Il y a toujours des gens qui vont te dire, alors attends, tu fais un scénario, je vais t'expliquer. Au début, tu as l'exposition, le personnage, après tu as une épreuve, et puis à la fin, ils doivent sortir grandis. Tu es là, oui, ok, d'accord. Ça, là, tu retombes dans un schéma classique où, effectivement, tu vas toujours retomber sur un truc qui a été fait il y a 100, 200, 300 millions d'années. Mais en même temps, tu peux aussi devenir fou et partir ailleurs. Et ça, c'est pas impossible. On n'est pas obligé de retomber toujours dans les... Voilà. Je pense que les deux sont possibles. Oui, bien sûr. Vous savez qu'ici, nous avons quelqu'un qui a rencontré Harrison Ford. C'est vrai? Il est là. Oh, c'est un ami, c'est pas... rencontré. Alors, comment va Harrison? Déjà, recite-nous le contexte dans lequel tu l'as rencontré. En fait, c'était une avant-première de film. Et puis moi, quand j'étais petit, moi aussi, je suis geek. J'avais mes petits jouets Star Wars, avec les petits bonhommes. Ouais. Et j'avais un petit bonhomme de Yann Solo, comme ça, et puis je vais le voir, je dis putain, c'est incroyable. Enfin, en anglais, je vous le fais pas en anglais parce que là, on est parti. Et je lui dis, mais c'est incroyable, en 20 ans, t'as toujours pas changé, mec. Et puis il prend le petit bonhomme comme ça, et il me dit, tu vois, ça, c'est parce qu'il faut savoir rester petit et humble. C'est pas joli. C'est plus beau. Super réparti. Ah, il a super réparti, non, puis accessible, sympa et tout, le mec, c'est juste... Tu l'as rencontré, c'était à quelle occasion? C'était en fait un tapis rouge au festival de Deauville. Parce qu'à l'époque, j'étais journaliste et donc j'allais interviewer
sur les people. Et donc voilà, il prend le petit bonhomme et comme ça. Donc du coup, maintenant chez moi, j'ai le petit bonhomme d'Harrison Ford. Touché par Harrison. Peut-être quelque chose à rajouter là. Allez, en une seule œuvre sur la mythologie qui vous paraît percutante. Peut-être à conseiller à Gonzague, tiens, conseillons des choses à Gonzague. Excalibur, c'est génial. L'Excalibur de Boorman, c'est formidable. Ouais. Allez, on va voyager dans le temps. 47 Ronin, parce que j'y crois. Ah. Rurik Je sais pas vraiment, je saurais pas te dire. Non, moi je du Titan. Ouais, l'original. Je suis pas trop fan moi des légendes machin tout. J'aime bien les trucs un peu les histoires incroyables mais vraies. Ça me touche beaucoup. Par exemple, parce que peut-être que les dieux, ils n'existent pas. L'histoire, okay. tu ne sais pas. Non, j'aime bien par exemple l'histoire de trucs de Mickey, putain ça t'a appelé 14 assassins, là, 13 assassins ou 14 assassins, qui sont battus contre une armée de 200 samouraïs en les coinçant dans un village qu'ils avaient piégé. Ça me fascine beaucoup plus que les légendes qui sont pas forcément vraies. J'aime bien ces histoires-là. Et bien peut-être que cette œuvre est citée par Rudy, puisque nous retrouvons justement Rudy avec son année geek, et on se retrouve juste après en plateau. Juste une petite question qui me taraude, la prenez pas mal surtout. Mais la Convention de Genève, ça vous dit quelque chose? Vous n'êtes pas un prisonnier de guerre, monsieur R. Ah oui, ben flûte, hein, c'est bien dommage, je vous le dis, moi. Aujourd'hui, nous allons vous interroger sur une année un peu plus contemporaine, monsieur R. L'année 2000. Bon, alors, les fans de SF des années 70, ils ont dû être vachement déçus. Pas de robots partout, ni de voitures volantes, hein. Mais on a eu droit quand même à quelques trucs sympas. Développé? Déjà, les astrophysiciens ayant déterminé l'âge de l'univers, 13,7 milliards d'années. Ce qui nous fait une belle jambe parce qu'on n'est toujours pas foutu, ne serait-ce que d'aller sur Mars. C'est bien. Poursuivez. Ah oui, je me rappelle au cinéma. De nombreux réalisateurs se sont bien déchirés pour nous offrir des œuvres maîtresses. Hein. Et l'univers geek devient enfin bankable pour les majors d'Hollywood. Charlie's Angel, American Beauty, American Psycho, Aniki mon frère, X-Men, Pitch Black et le fabuleux Tigre et Dragon. Vous détournez du sujet. Côté jeux vidéo, alors... c'est n'importe quoi. Hein. Sony sort sa PS2, Nintendo annonce la GameCube, la Xbox prépare son apparition, et plus de 400 jeux sont édités. 400. Monsieur R. Counter-Strike, Diablo 2, Deus Ex, Final Fantasy 9, Quake 3, Arena. Adieu, vie sociale. Si vous ne vous concentrez pas sur l'essentiel... J'y venais, justement. S'il n'y avait qu'un seul événement à retenir de 2000, un seul, ce serait la sortie en salle en janvier du chef-d'œuvre de Monsieur Miyazaki, Princesse Mononoke. Magique, hein. Sorti 3 ans plus tôt au Japon, il y devient le film le plus vu de toute l'histoire du cinéma nippon. Ce record a été battu la même année par Titanic. Eh bien, c'est une honte, hein. Voilà. Les Japonais responsables devaient se faire seppuku 2 fois. Cela ne nous mène nulle part. Vous saviez qu'il s'agit du premier film des studios Ghibli à être sorti après la signature de leur contrat avec Disney? S'il a fallu attendre si longtemps avant de le voir en France, c'est la faute à Mickey. Gonzague, j'ai compté 2 références que tu as retenues et que tu connaissais. Et je suis sûr que Rurik va te dorner. Oui, parce que tu comprends un mot sur 2, mais c'est parce que je fourche, en fait. C'est pour ça. Je parle dans une autre langue. Rurik va te donner ton 3e point, j'en suis certain. Oh, bravo! Magnifique! C'est un film que vous avez peut-être tous vu, et je l'espère. C'est une histoire d'homme à qui on enlève son âme et qui va lutter contre l'oppression pour retrouver son âme humaine. Mais je vous laisse découvrir ça en images, s'il vous plaît. We get the best of both worlds. The fastest reflexes modern technology has to offer, onboard computer-assisted memory, and a lifetime of on-the-street law enforcement programming. It is my great pleasure to present to you RoboCop. This guy is really good. He's not a guy, he's a machine. Voilà, Robocop est un film qui, à l'époque, je sais plus qui c'est qui disait, peut-être un mec qui a bossé sur le 2 disait, moi quand j'ai vu ce scénario, flic robot, t'imagines aux États-Unis, tu leur donnes un truc, flic robot, un peu de la merde quand même, hein. Et en fait, c'est peut-être l'un des plus grands films de science-fiction des 40 dernières années, d'abord et avant tout, parce que, Robocop. Parce que j'ai senti une tension là. Non mais l'indé, ça veut dire qu'il y en a d'autres, rassurons-nous. Ah bon, d'accord. Tu vois. Et c'est aussi parce que aux commandes, il y a Paul Verhoeven, qui est un réalisateur hollandais qui est parti aux États-Unis faire des films à l'américaine, mais avec le petit côté fuck-up, genre tu crois que je vais te faire un film comme ça? Eh ben je vais te le faire différemment. C'est un réalisateur qui a pas fait tant de films que ça.
ça, mais il a toujours fait des films incroyables, à quelques exceptions près. Starship Troopers, c'est lui. Il est parti aux États-Unis faire des films hyper respectés. Total Recall avec Schwarzenegger, adapté de Dick, je crois. Dick. Oh, le remake d'Aube. Voilà. Et Robocop, Starship Troopers, qui est très décrié parce que c'est un film complètement fou où en fait il te montre des espèces de soldats qui se battent contre des aliens, sauf qu'en fait il te montre les soldats purement américains comme des nazis. Et c'est génial. Et les gens n'ont pas compris. Il est très intelligent. Basic Instinct aussi. Il est très intelligent, Verhoeven. Il est très insidieux. Il est reparti en Hollande, continuer sa carrière. En disant, en gros, bon, j'arrive plus à faire les films là-bas. Je m'en fous. Il est très fort. L'homme invisible et après il s'est barré. C'est pas terrible. C'est Hollow Man avec Bacon. Hollow Man, il a fait Black Book depuis. Et donc Robocop, c'est quoi l'histoire de Robocop? C'est simplement, déjà c'est un super casting. Il choisit toujours un casting de malades, des excellents acteurs pour soutenir son film. C'est valable dans Total Recall, c'est valable dans tous ses films, et c'est valable dans Robocop avec Miguel Ferrer qui est un mec. En fait, dans le futur, la police est un petit peu devenue pourrie et un petit peu comme en France au final. Et il y a aussi une police privée, comme bientôt en France, et qui s'appelle l'OCP. Et en fait, l'OCP commence à, dans l'esprit du public, les gens lui disent on a envie d'une police qui fasse vraiment la loi dans cette ville. Ils ont choisi Détroit, qui à l'époque, je crois que c'est encore le cas, la ville la plus criminelle des États-Unis. Donc on va se tourner vers une police privée. La police publique se trouve complètement, elle a plus de moyens. Et la police privée décide de financer le projet d'un espèce de super flic qui ferait la... Voilà. Donc il y a un robot qui déconne complètement puisqu'il tue tout le monde lors d'un test. Enfin, il tue en tout cas un mec. Il lui a dit « Lâchez votre arme. Je ferais mieux de... Si j'étais vous, je la lâcherais. » Le mec, bon, je fais le test, je lâche mon arme. 10, 9, 8. Mais non, mais je l'ai lâché, mais qu'est-ce qui se passe? Et le mec court comme ça et tout le monde le repousse. Non, mais casse-toi et tout. Et comme ça rate, ce projet est évacué. Et donc il y a le projet Robocop. Le projet Robocop, secrètement, c'est qu'ils attendent qu'un flic d'élite soit quasiment mort pour le choper l'essentiel de son corps et de son cerveau, le mettre dans une cuirasse et en faire un super flic, quoi. Sauf que le problème, c'est que au bout d'un moment, le mec commence à se souvenir qu'avant il était un humain. Et que, comme Robocop est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas fait, on réhabilite l'autre projet. Donc il y a cette espèce de lutte entre la vraie machine et le robot redevenu humain. Et c'est hyper intelligent, c'est extrêmement bien joué. Ça, c'est le film ou c'est... C'est le film, Robocop. Parce que c'est bien raconté, hein. Ouais, mais tu sais, c'est un peu le meilleur d'entre nous. Et il y a plein de plans très très iconiques, très très drôles. Puis en plus, Peter Weller est un superbe acteur, vraiment, qui a appris, je ne sais plus si c'est vrai ou pas, mais avec des mimes, pour apprendre à bouger comme une machine. Ah non, il n'a pas bougé comme ça, il a fait comme ça. C'est vrai, avec Sidney, il avait travaillé. C'est assez marrant parce que pour la petite anecdote, quand tu le vois sortir d'une voiture, c'est toujours cadré là parce qu'il ne pouvait pas avec ses jambes en plastoc. Donc du coup, il est en jean, quoi. Et il sort comme ça d'une voiture parce qu'on ne pouvait pas filmer ses jambes. Donc voilà, c'est toujours très très intelligent. Je ne vous dis pas la fin, mais il y a la dernière phrase, elle est très, très belle, quoi. C'est une manière. Verhoeven, déjà dès le début, te dit voilà, moi j'arrive, je vais me faire prendre par la machine. Mais je reste Verhoeven, et je reste un humain et je vous emmerde, quoi. C'est un peu ça qu'il dit avec Robocop, et c'est ça qu'il a dit avec tous ses films. Starship Troopers, vous me faites un film de soldats comme ça, et ben les soldats je les emmerde, et moi je préfère les aliens, quoi. Et c'est toujours ça. Il est un peu capoute, la Verhoeven, quand même. Non, il est parti faire Black Book, ça a triomphé. C'est un vieux monsieur, quand même, aujourd'hui, Verhoeven. Mais il a encore une cote de ouf, et le prochain film qu'il fait, tout le monde va l'attendre. Black Book est un triomphe. Pas du tout fait à Hollywood. Il est capable de faire ça. Il est très fort, ce mec. Et Robocop est vraiment un film qui a eu... Le 2 est pas mal. C'est pas mal. C'est une série B. C'est une art de Frank Miller. De Frank Miller. Mais qui a été bien remanié. Il n'est pas sur le premier. Je crois que c'est Frank Miller qui disait que le projet Robocop lui paraissait naze rien que par le nom. Et donc le 2 est assez agressif, très violent. C'est Irving Kershner qui a fait l'Empire contre-attaque, qui a réalisé le 2 quand même, qui est décédé depuis, qui était un monsieur très gentil que j'avais croisé, je crois aussi à Gérardmer, et qui mimait Dark Vador, alors qu'il est, tu vois, il était très vieux mais très marrant. Et après il y a eu un 3 qui était pourri, et il y a un remake qui est censé arriver, je n'en attends pas grand-chose. Ok, il est temps de replonger notre invité dans son élément, puisque c'est à lui de passer au crible. Gonzague. Oui. Ça va, tout va bien. Je peux prendre ton pouls, je peux te faire un bisou peut-être. Mais tu sais que j'apprends plein de choses. Je suis en train de m'ouvrir à un univers et à un monde que je ne connaissais pas. Ça s'appelle un coming out. Et je suis ravi. Donc, on l'a tous fait, Attends, une fois que je fais mon coming out, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais porter des trucs où je mets un fist sur le t-shirt. Voilà, exactement. Je vais mettre tu seras tatoué. Montre, tatoué. Et la célèbre montre flic-flac. Et donc je vais devenir comme ça. Voilà, et ben très bien. Je prends. Non mais par contre, alors c'est assez curieux parce que t'es pas forcément du coup le plus geek d'entre nous. Tu t'en avais pas caché, tu l'as avoué complètement. Mais par contre, tu cartonnes sur Internet, donc tu maîtrises quand même bien le 2.0.
Ben bien, j'ai un petit geek que j'adore, qui est à côté de moi souvent, qui a 15 ans, et qui me conseille parce que je suis complètement nul en fait. Donc il me dit, non, alors il faut que tu mettes des tags. Je fais, mais ça sert à quoi les tags? Ben, c'est pour faire la recherche sur les métadonnées. Je sais quoi les métadonnées? Donc toutes les 2 secondes, je suis en train de poser des questions comme à vous. Et en fait, c'est lui qui me forme sur tout. Mais même sur mon portable, hein, je savais pas m'en servir. Et là, je suis passé sous Android et il m'a expliqué, il me l'a configuré parce que sinon, je savais juste appeler. Mais c'est assez étonnant parce que toi, tu as commencé à faire des caméras cachées que tu as mis sur Internet. Tu as créé une communauté qui aujourd'hui t'envoie des idées de défis. Le principe, c'est les défis de Gonzague. Tout le monde connaît ça. Enfin voilà, 70 millions de vues, on va pas te les refaire. Hein, c'est plutôt sympa. Donc on t'envoie des défis et tu pars en caméra cachée. Le but, c'est de les réaliser. Voilà. Et parmi les plus fous que tu as eu, que tu conseillerais, tiens par exemple, peut-être à nos amis qui ne connaissent pas non plus. Oh, mais est-ce que... Je peux te raconter Outdoor, mais ça, la vidéo existe par elle-même, et je vais te raconter une histoire qui va vous amuser. Je faisais un reportage sur une dame qui lisait l'avenir dans les testicules. Donc, nous étions au Cap d'Agde, et donc j'arrive au Cap d'Agde, et puis elle me dit, pour le reportage, bon, bah, mettez-vous... Parce que avant, en fait, de faire la caméra cachée, j'étais journaliste. Bon, bah, allez-y, mettez-vous tout nu. Je me mets là, il y a la caméra et tout, il y a mon cadreur et tout. Allez-y, mettez-vous tout nu. Je mets tout nu. Puis elle me sculpte comme ça. Elle me dit, ça va pas être possible. Je sais pas pourquoi. Parce que vous avez les couilles pas assez marquées, trop jeunes, je pourrais pas lire l'avenir dans vos couilles. Elle me dit, bon, bah, c'est pas grave, on va faire autre chose. D'accord. Bon, là, elle a commencé à m'épiler, donc ça a été une horreur pas possible. Et à un moment, elle me dit, bon, retournez-vous. Je lui dis, oui, mais j'ai pas de poils sur les fesses. Et elle me dit, je vais vous faire la nuit. Voilà. Non, c'est vrai. Non, c'était vrai. Et après, elle m'a préparé pour me mettre en état d'amour où c'était un massage des testicules et j'avais trop mal, quoi. C'était horrible. Mais je pouvais pas parce que je pouvais pas lui dire, écoutez, excusez-moi, vous faites trop mal. Mais qu'est-ce qu'elle a lu alors? Et ben en fait, comme elle pouvait pas lire dans mes testicules l'avenir, elle m'a préparé à me mettre en état d'amour. D'accord. Donc elle me chuchotait des trucs dans l'oreille. Moi, j'en pouvais plus. Elle me faisait un mal de chien. Après, je marchais comme un cow-boy, si tu veux. Et voilà. Et en fait, ma vie, c'est ça, c'est de faire que du terrain. Et je suis riche de toutes ces rencontres. Parce que j'aime les gens un petit peu différents. J'aime la folie. J'aime t'as quand même failli te faire frapper par un rappeur que t'as affronté au tennis. Ouais, mais alors tu t'es fait remettre un Outdoor à la place d'un acteur black, quand même. Voilà. Mais ça, je savais pas quand je suis monté sur scène. Et en fait, l'acteur était pas là. Mais en fait, ce que j'ai su après, c'est que l'acteur avait un sexe de 30 cm et qui mesurait 2 mètres. Donc c'est presque moi, à quelques centimètres près. Aujourd'hui, les gens qui te suivent, c'est quoi en nombre de communautés? Tu reçois combien de défis par jour? Beaucoup. Alors, je peux plus tout répondre à tout le monde, ce que je faisais à un moment, et puis je commençais à plus dormir. Donc, j'essaye de... Je lis tout, mais je peux plus répondre à tout le monde. Et ce qui est bien, c'est extrêmement varié, en fait. Donc, c'est ça qui est sympa. Il y a des gens plus âgés, des plus jeunes, il y a tout. Donc, c'est vraiment c'est top, quoi. Permettez-moi d'embrayer sur un petit jeu en plateau. Alors, Gonzague, tu as vraiment de la chance parce que les équipes sont faites comme ça. Il y a eux et il y a toi avec l'expert cinéma. D'accord. Donc, je pense que tu vas gagner. D'accord. Le petit jeu. Mais le perdant, il se passe quoi avec le perdant? Le perdant ne gagne rien. Le perdant se fait lire l'avenir. Voilà, exactement. Alors, le principe est très simple chez vous. Vous pouvez jouer, je vous rappelle, vous pouvez faire un petit hashtag plus ou moins geek pour participer. Je vous donne des phrases cultes. Vous me dites dans quel film on les a entendus. J'ai pas pris des trucs genre Hasta la Vista Baby, je vous demande de vous arrêter ou ce genre de choses. Attention, dans quel film entend-on ma mère, comment dire, ne se sent pas très bien aujourd'hui? Dans tous les films, je pense. Dans quel film entend-on oui? Non, je sais pas. Pas d'idée? Non. Alors, petit indice, j'y vais très vite. Alfred Hitchcock, Maison, Colline. Psychose. Gagné. Un point. Bravo Gonzague. Bravo. Non, c'est pas ce point était entièrement mérité. Je vous ai dit, elles sont pas faciles parce qu'on en entend quand même beaucoup. Il nous faudrait un bateau plus grand. La dent de la mer. Bien. 2 points pour Gonzague. En fait, tu n'existes plus. Tu es Gonzague, en fait. Tu vas voir, tu vas repartir. Je t'offrirai même un cadeau, Gonzague. Attention, il me fallait 10 000 volts par jour. Ça m'a fait disjoncter. La prochaine fois que je sors avec une fille, elle va se mettre à clignoter comme un flipper et pisser des dollars. On dirait presque un Steven Seagal, mais... Non. Non. Les indices, Jack Nicholson. Batman. Allez, oiseau. Oh, bien joué. Toi, tu sais lire dans ma tête. Allez, ça nous fait un 2-1. Que la force soit avec toi. Et personne d'autre n'a le droit de répondre que Gonzague. Que la force soit avec toi.
Star Wars. Ouais, oh, hey, c'est joli quand même. On l'a contaminé. Bravo, Gonzague. Le public est bluffé parce que le public ne savait pas pareil. Oh, le mec. Il est là depuis 40 minutes direct, il fait la bonne réponse. Allez, bah justement, si tu veux savoir un petit peu quoi acheter pour plonger dans l'univers geek, tout de suite, la shopping list. 3 minutes pour claquer tout ton pognon. Non. Non, je sais que tu as regardé Freddy, je t'ai vu, tu l'as maté. Hein? C'est bon, il est mieux que moi? Salaud. Gewalt chez Doki Doki, voilà une collection à découvrir absolument. Pourquoi j'aime ce type de manga? Simplement parce que derrière, on découvre en fait les problèmes sociaux du Japon. Alors, ils sont pas typiques du Japon, mais en tout cas, c'est un bon reflet. En l'occurrence, ici, c'est un jeune étudiant qui, dans son bahut, est la tête de turc de sa classe et va se faire tabasser tout le temps. Les gens sont là, ouais, vas-y, file-moi ton goûter, ouais, vas-y, file-moi ta montre, ouais, vas-y, file-moi ta mère. C'est une autre variante. Jusqu'au jour où il va décider de passer de l'autre côté, du côté des durs et des méchants. D'ailleurs, je crois que c'est le moment pour moi aussi de m'affirmer. C'est le moment de m'affirmer. Oh oui, c'est le moment de m'affirmer. Non, bah en fait, c'est pas le bon moment pour m'affirmer. Hein. Vous m'affirmerez un petit peu plus tard, pas de problème. Salut. Aïe. Dune, la série aux 2 Emmy Awards, coucou les Emmy Awards, est à retrouver en DVD et vous avez bien sûr dedans William Hurt, il est là, oh William Hurt, mais qu'est-ce qu'il était beau. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce DVD? C'est un roman culte de la littérature de science-fiction, une série événement présentée pour la première fois en haute définition et Dolby est une marque des laboratoires Dolby Licensing Corporation. Pour toi, lecteur de bande dessinée old school, je te conseille Ars Mania, disponible chez Glénat. Un historien décide de mettre la main sur un artefact étrange pour changer le cours de la guerre. Entend par changer le cours de la guerre, en fait, péter la gueule aux nazis. Bah ouais, ils sont là pour ça les nazis, pour leur péter leur petite gueule. Alors, très belle retranscription de Bruxelles, dessin très classique, ça peut peut-être gêner, mais en tout cas, moi j'apprécie, et surtout, il n'y a pas d'accent belge dedans. Chez Soleil Manga, vous trouverez le cadeau idéal pour tous les fans de Nintendo. Alors attention, quand Nintendo sort un bouquin, c'est pas n'importe quoi les amis. C'est une pure couverture, c'est un titre très long puisque ça s'appelle The Legend of Zelda, guide officiel de Nintendo, Hyrule Historia, l'encyclopédie de The Legend of Zelda. C'est très long, mais en tout cas c'est supervisé par Eiji Aonuma, qui n'est rien d'autre que le plus grand producteur qui est officier sur la série de Zelda. Alors dedans vous allez retrouver quoi? Des anecdotes, des schémas, on voit toutes les petites archives qui sont sorties de Nintendo, les petits trucs qu'ils avaient dans les placards, ils étaient là, oh dis donc, bonjour, qu'est-ce que c'est ça? T'es une archive, oh bah tiens on le met dans le bouquin. Donc voilà, c'est un livre excellentissime. On peut peut-être regretter juste une chose, c'est que comme c'est supervisé entièrement par Nintendo, dedans n'apparaissent pas peut-être les quelques tensions qui sont apparues au moment du développement du jeu. Ta copine adore faire l'amour dans le noir, alors deux choses. Soit elle est fan de Batman, soit elle te trouve hyper hideux. En tout cas, si tu décides de la demander en mariage, je te conseille l'Alliance Batman au prix modique de 1 900 €. Quand même. Allez, retour en plateau. Nous allons voir si nous avons réussi à contaminer Gonzague. Gonzague, c'est le moment de l'émission, tu dois donner un petit plus, un plus virtuel dans ta tête, au chroniqueur qui t'a donné le plus envie de découvrir ce dont il a parlé. Dans ta tête, il n'y a même pas à le dire. Ça y est. C'est bon les gars, tiens, non, c'est le plus virtuel, ok. Ah la vache. Entre, je rappelle, Robocop, Half-Life et Master of Kung Fu. T'achètes quoi? Là tout de suite t'es fou, je te donne. Moi, après le japonais, je dirais. C'est japonais. Cette imitation est très bonne. C'est américain, mais. Bon. Bravo. Alors, one night one. Kung Fu c'est chinois, enfin. Bah, One point pour Laurent. Ça dépend si je veux lire, si je veux jouer ou si je veux regarder, c'est tout. Et moi, j'ai la totale, je fais ce que je veux. Je peux, avant de me coucher, je lis pour pouvoir m'imaginer. En me levant, je joue pour pouvoir me... Jouer. Et regarder en pouvant regarder. Voilà, exactement. Je te remercie. Laurent, à qui donnes-tu ton petit vote, mon amour? J'adore, donc j'ai déjà vu 10 fois Half-Life parce que j'ai jamais joué. Alors attends. C'est ta Rurik ou c'est ta Nico? Non, c'est Nico. Tu as gagné, tu as tué Rurik. Rurik. Bah écoute, c'est vrai que Robocop est un des rares films que j'ai revu, parce que je l'ai revu quasiment pas. Mais je vais me donner un point à moi-même. Non, je suis oublié. Alors Half-Life, c'est l'un des rares jeux auxquels j'ai joué. Non, j'aime beaucoup Half-Life, mais je connais quand même un petit peu, mais il m'a passionné. Mais alors, ton comics, la Master of Kung Fu, là, j'avoue que j'ai vraiment envie de découvrir. Nico.
Pareil. Attends, juste, est-ce qu'à la fin de l'émission, donc on repart avec... Tu repars avec tout? Avec le DVD de Avec ça. Robocop, avec la BD et le jeu vidéo ou quoi? Exactement. Ils te seront offerts par une autre société qui est au bas de la rue, TF1. Donc je viens de votre part. Voilà, tu viens TF1 de notre part. Voilà. Nico. Je vais donner mon point à Laurent parce que Robocop, je connais et... Quand tu dis je vais donner mon point à Laurent, qu'est-ce que tu veux J'ai pris le point que t'avais sur ton t-shirt et je lui ai dit tiens, je te donne mon point. Non, c'est un vraiment, bon point pour le coup. Le Master of Kung Fu, ça a l'air plutôt funky. Et rock'n'roll, c'est cool. Et je choisis un truc. Vraiment bien. Je donne mon petit point à Rurik parce que je pense que ça te permettra de rentrer en fait déjà dans l'univers du Robocop, du comics, on n'en sort du film. pas. Non, j'étais très poli, chers amis. Gonzague, tu as 30 secondes pour nous dire où on te retrouve, où on te suit, comment on te suit, hormis dans la rue avec des lunettes. Eh ben c'est simple, dès qu'il y a un truc geek, je suis dessus. De toute façon, je suis un peu la référence dans cet univers. Nous le savons. Si vous avez la moindre question sur la culture geek, vous me demandez, au moins vous allez être sûr que j'aurai la mauvaise. L'adresse de ton site? C'est gonzague.tv. Gonzague, quel joli nom. Nous avons fini avec cette émission. Je vous invite à poursuivre l'aventure sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Nous avons nos comptes, le site internet www.plusoumoingeek.com. J'arrive à parler très très vite. Le forum. Et n'oubliez pas qu'avant de se quitter, j'ai une phrase culte. Une phrase culte. Un bon geek sera toujours un geek curieux. Et Gonzague vient de nous le prouver. Merci.